Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Vrai de vrai, je te le jure. Saison 3, les burgers secrets. Chapitre 2. Dans un casse-croûte, il y a toutes sortes de personnes. Ceux qui mangent, ceux qui travaillent et ceux qui livrent. Les clients parlent de la sauce spéciale, les employés du menu. Les autres regardent l'heure et la porte arrière. Parce que, quand t'es livreur, t'as pas besoin de connaître la recette ou le menu. T'as juste besoin de savoir où déposer la boîte et surtout quand repartir. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à ceux qui repartaient vite. Pas parce qu'ils étaient pressés, mais parce qu'ils avaient l'air soulagés. Ce qui revenait souvent dans les témoignages, c'était le mot « portion ». Des portions généreuses, trop généreuses. Pas le genre de trop qui te fait plaisir, le genre de trop qui te fait reconsidérer tes choix et déboutonner ta ceinture au 3e trou. Le livreur de pain souhaite garder l'anonymat. C'est un vétéran de l'Afghanistan, un homme avec un code d'honneur. Mais même pour lui, il y a des limites à ce qu'on peut ignorer. Un gars doit mettre de l'argent sur la table pour nourrir sa famille. Je pouvais pas perdre ma job juste parce que potentiellement, on aurait entendu des cris dans un sac dans le congélateur. Des cris dans le congélateur. Le genre de déclaration qui change une conversation. Parce qu'il y avait une trappe menant au sous-sol. Une trappe qui posait problème. Moi, on m'a dit, monsieur, c'est à côté, dans le fond. Moi, j'allais dans le fond. La trappe était barrée avec un cadenas. Par contre, une fois, j'ai entendu, ça fessait dans la trappe. Ça fessait. Vous allez penser que je suis fou, là. Je pense que j'ai entendu de quoi comme un cri à l'aide. Un cri à l'aide venant d'une trappe barrée, à cadenas, dans le sous-sol du casse-croûte. Normalement, c'est le genre de détail qui justifie un appel à la police. Mais il y avait quelque chose qui empêchait le livreur de parler. Robert, c'était un frère d'armes. C'était quand même un chum aussi, le gérant du magasin, du restaurant. Il était au front aussi en Afghanistan. On a fait le front ensemble. 2 semaines pris à Johannesburg. On a défendu des tranchées. C'est un frère d'armes. C'est un frère d'armes? J'aurais jamais dit de quoi contre son restaurant si j'étais pas sûr à 100%. Le code des frères d'armes. La loyauté absolue. Sauf qu'il y avait eu un moment troublant pendant leur service. Un moment qui, avec le recul, prend une toute autre dimension. Une fois, il y avait un de nos camarades tombé au combat. Au lieu de ramasser la dépouille, d'apporter jusqu'au camp comme on fait toujours, il a pris un bout de son doigt avant. Il a pris un bout de son doigt. Un morceau d'un camarade tombé au combat. Pourquoi? Le livreur de pain n'a jamais eu la réponse. Mais maintenant, avec le recul, avec les bruits dans le congélateur, avec la trappe barrée au cadenas, il se pose des questions. Le genre de questions qu'on préfère ne jamais avoir à se poser. À ce stade de l'enquête, je ne savais plus si j'étais devant un phénomène culinaire ou un problème de santé publique. Et puis, il y a eu la rumeur, celle que tout le monde connaissait, mais que personne ne disait à voix haute. Le burger n'était pas seulement bon, il était conçu pour l'être. Un ancien employé, 15 ans de service,
Le jour de la fermeture, il a ramassé un souvenir. Une vieille cassette VHS qui traînait dans le magnétoscope. Une cassette de formation, qu'il pensait. On écoutait toutes nos vidéos instructives sur la petite télé cathodique dans le coin. Puis il y avait une cassette qui restait à l'intérieur. C'était une annonce à l'intercom. Pendant qu'on travaillait, je flippais mes boulettes comme j'ai jamais flippé mes boulettes auparavant. C'est une expérience, vous savez. L'annonce de la fermeture du casse-croûte s'est faite par intercom, sans avertissement, du jour au lendemain. Chers employés, on vous remercie de vos services. Puis c'est à ce moment-là que... blackout total. Je suis tombé la face première sur ma plaque. On m'a réveillé à coups de balai. Puis on m'a annoncé la nouvelle officiellement. Mais revenons à la cassette. La fameuse vidéo de formation qui, selon l'employé, cachait quelque chose. Bienvenue dans la grande famille du burger. Ici, on est fiers de notre précision, de notre rapidité et surtout de notre discrétion. Ok, ben, ça c'est lorsque les ingrédients sont pris directement de nos fournisseurs. Donc, on voit quelqu'un qui cueille un cornichon avec tendresse. Quand arrive cette partie-là, parce que des fois, on l'a réécouté, cette cassette-là, mais... Ouais, c'est une partie un peu floue, hein? Non. Il y a quelque chose à quatre pattes. Sur la cassette, tous les ingrédients sont montrés en détail. Les cornichons, les tomates, le blé. Tout est clair, tout est transparent, sauf quand arrive le moment de la viande. Et là, mystérieusement, l'image devient floue. Et l'employé jure avoir vu quelque chose à quatre pattes. Quelque chose qui ne ressemblait pas à du bœuf. Écoutez, quand je flippe les boulettes, je pense pas à c'est quoi qu'il y a dans les boulettes, je pense juste au plaisir des gens qui vont les recevoir. Tant d'années à flipper des boulettes sans se poser de questions. Tant d'années à servir quelque chose qu'il préférait ne pas identifier. La recette du bonheur professionnel. Ne jamais trop réfléchir à ce qu'on fait. Moi, si on me disait demain, on réouvre, on rapporte tous nos clients qui étaient là avant, moi je reprendrais tout ça. Merci de faire partie de l'équipe et souvenez-vous, au casse-croûte, ce qui se passe dans la cuisine reste dans la cuisine. Quand on m'a parlé pour la première fois d'overdose de burger, j'ai ri. Et tout le long de l'enquête, j'ai gardé ce petit rire nerveux, un rire de protection. Mais quand j'ai rencontré le boucher, j'ai arrêté de rire. Le boucher de la place. Officiellement, c'était le fournisseur de viande. Mais curieusement, il n'arrivait pas à identifier ce qu'il découpait. Pourquoi? Parce que Robert avait des méthodes très particulières. Tard le soir, fallait que je sois disponible. C'est bizarre. Fallait que je sois disponible entre minuit 17 et 2h03 du matin. Je travaillais là, dans mon atelier de boucherie, là. Puis là, je le savais quand il était minuit 17. Les lumières s'éteignaient d'un coup. Puis là, je le sentais arriver en arrière de moi. Puis me mettre un bandeau sur les yeux. Pendant 5 minutes, il affûtait mes couteaux. Chut, chut. Là, moi, je me préparais. Puis là, quand j'entendais, là... Je savais qu'il fallait que je découpe la pièce que j'avais en avant de moi, là. Je savais pas c'était quoi. Non, vous aviez les yeux bandés. Oui. Fait que là, je le faisais. J'étais professionnel. Quand j'avais fini toute la job, là, ça prenait une fraction de seconde. Le bandeau s'enlevait, les lumières allumées. Tout était clean. Tout était lavé. C'était une drôle d'expérience. Moi, j'ai bien aimé ça, quand même. C'était payant. Robert, propriétaire du casse-croûte, qui vient voir son boucher en pleine nuit, qui éteint les lumières, met un bandeau sur les yeux du boucher, et le boucher qui travaille à l'aveugle.
On ne parle pas d'une pratique professionnelle normale. C'est une pratique qui a laissé ses traces. Non, vous savez, avec les années, là, j'ai perdu l'odorat à force de faire de la saucisse, là. Il t'en passe des affaires dans de la saucisse, hein, fait que... j'ai l'odorat sélectif, comme on dit. Le boucher a choisi de ne pas sentir ce qu'il découpait, de ne pas identifier la viande. L'odorat sélectif. Une condition bien pratique quand on préfère ne pas savoir. L'ignorance volontaire comme stratégie de carrière. Ce qu'Armand m'a raconté au tout début de l'enquête, ce n'était pas une théorie, c'était une perte. Et quand une légende urbaine commence à faire des veuves, elle change de catégorie. Un autre ancien employé, 50 services. Il a vu la transition quand Robert a changé de fournisseur. Et c'est là que les choses ont vraiment dérapé. Ben oui, parce que moi, j'ai travaillé pendant 5 ans au snack bar. Puis j'ai vu la transition de propriétaire. Puis il y a plein des affaires qui ont changé. OK, attends, quand vous parlez de la transition, la transformation du propriétaire ou la transition d'un propriétaire? Non, mais le propriétaire, lui, il a vécu une transformation. Une transformation. Le genre de transformation qui affecte les livraisons. C'est à peu près il y a 2 ans passés. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le même mental pantoute. Tu sais, nous autres, les livraisons, c'était toujours le camion le boucher. Ça a toujours été ça. Puis à un moment donné, le camion qui est arrivé, le camion, il avait l'air comme d'un corbillard. Fait que c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Un corbillard qui livre de la viande à un casse-croûte, en face d'un cimetière. Si vous cherchez une définition visuelle du mot « subtilité », c'est pas ici que vous la trouverez. Mais cet employé-là a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Il a regardé les caméras de surveillance. J'ai commencé à checker les caméras de sécurité. Puis là, à un moment donné, j'ai vu, j'ai regardé la caméra parce que dans le congélateur, puis ça a bougé. Quelque chose a bougé. Dans le congélateur. Là où tout devrait être gelé, immobile, mort. Il a décidé d'aller voir par lui-même. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, je sais pas, ils ont livré, mais là, le sac était plus pareil. Là, c'était rendu un grand sac. Comme, tu sais, comme qu'on voit dans les films, là, les body bags, là. Des body bags. Des sacs à cadavres. Et là, l'employé me révèle quelque chose qui explique peut-être tout. Robert avait un autre métier, l'hiver. Moi, je l'ai su parce qu'à un moment donné, on a eu besoin de ses services dans ma famille, tu sais. Ma tante, là. Puis c'est lui qui chargeait le moins cher. Robert était embaumeur. Embaumeur l'hiver. Cuisinier de burgers l'été. Un casse-croûte en face d'un cimetière. Des body bags livrés de nuit. Un burger qui goûtait la fierté nationale. Une entreprise hivernale avec une devise bien particulière. J'embaume, mais tu verras pas le corps aux funérailles. Parce que le corps était peut-être ailleurs, entre 2 pains et des cornichons. Officiellement, le casse-croûte a fermé pour des raisons administratives. Officieusement, personne ne s'entend sur la version. Certains parlent de pression, d'autres d'avertissement. D'autres encore disent que la recette n'a jamais été écrite nulle part, qu'elle est partie avec son créateur. Après avoir interrogé tous ces témoins, recoupé leurs témoignages, vérifié les détails qui pouvaient l'être, qu'est-ce que j'ai découvert? Un casse-croûte au bout d'un rang. Un burger si bon que le monde faisait des heures de route. Une viande mystérieuse. Des témoins troublés. Un propriétaire embaumeur. Un congélateur avec une trappe. Des body bags livrés la nuit. Et un boucher qui travaillait, les yeux bandés. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne retrouve plus le burger nulle part. Et croyez-moi,
j'ai cherché. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de faire une dernière visite sur les lieux. Le casse-croûte est toujours abandonné, les fenêtres barricadées. Mais derrière le bâtiment, j'ai trouvé quelque chose. La fameuse table à pique-nique. Celle que Robert aurait passé des années à construire. Une table massive, solidement construite. Trop solidement construite même. Le bois est épais, lourd, étrangement lourd et de qualité. Et c'est là que je remarque quelque chose de bizarre. La table a été construite en sections. Des sections parfaitement découpées. Mais les dimensions sont étranges. Toutes pareilles. Environ 6 pieds de long, 2 pieds de large. Je prends des photos, je mesure et j'appelle un contact à la police nationale. Il me rappelle 2 heures plus tard, la voix tremblante. Ces dimensions-là, c'est exactement les dimensions standards d'un cercueil, je te le jure. Depuis la fermeture du casse-croûte, le cimetière d'en face est devenu étrangement populaire. Les pancartes ont disparu. Armand ne revient plus. Et pourtant, dans le village, quand quelqu'un parle trop fort de bouffe, on lui dit encore « Tais-toi ». Tu sais jamais qui c'est qui écoute. Parce que certaines recettes ne meurent jamais. Elles se transmettent. Elles circulent dans des vieux cahiers du Hautagne. Elles attendent. À quelque part, peut-être, quelqu'un est déjà en train de faire chauffer un barbecue, une plaque. Une chose est sûre. Quelqu'un, quelque part au Québec, se promène avec la vraie recette tatouée sur le dos. La recette complète. Tous les ingrédients. Et si vous le croisez, demandez-lui de vous montrer son tatouage. Regardez bien les ingrédients, parce que je suis prêt à parier qu'il y a un ingrédient là-dedans qui n'est pas écrit dans aucun livre de cuisine. Robert a disparu. Certains disent qu'il aurait quitté le pays. Moi, je pense qu'il est toujours là, quelque part, pas loin. À votre prochaine visite dans un casse-croûte, quand vous commanderez un burger qui goûte étrangement bon, posez-vous la question. Qu'est-ce qui le rend si bon? Et surtout, qui le rend si bon? Si vous êtes rendu jusqu'ici sans avoir faim, pensez à liker, commenter, partager, parce que, Hostify, contrairement à certaines recettes trop bien gardées, vos réactions, on aime ça savoir d'où ça vient. Plus vous nourrissez l'algorithme, plus il se dit « ça, c'est bon ». Aussi bon qu'un quart de livre fromage du McDo. Merci d'encourager l'enquête. Et rappelez-vous, quand vous mangez un burger exceptionnel, posez pas juste la question « c'est quoi la sauce ?», demandez surtout « qui l'a préparé ?» Et appelez-nous au plus vite chez Vrai de Vrai. Je te le jure.